Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV à la une de l'actualité. Plus de sécurité et de confort pour les jeunes qui fréquentent Aoutou-Maourou. C'est ce que demandent depuis des années les associations du quartier. Elles interpellent les pouvoirs publics sur la délinquance alentour et le manque d'infrastructures. 35 000 emplois menacés après les violentes émeutes chez nos voisins calédoniens. 6 000 départs estimés par la Chambre de commerce du Caillou. Dans ce contexte, le nombre est incertain, mais ils seraient nombreux à avoir déjà rejoint la Polynésie. L'exploitation minière des fonds marins est loin de faire consensus au Forum des îles du Pacifique. Si certains pays y voient une opportunité financière, d'autres, comme la Polynésie, sont plus méfiants et se positionnent contre. Si vous habitez sur la côte ouest, vous passez certainement devant. L'arrêt de bus d'Aoutou-Maourou voit défiler chaque jour des centaines de personnes et notamment des jeunes. Une attente qui se fait parfois sous la pluie dans une zone en proie à la délinquance. Pour les associations de ce quartier de Punaouia, la situation n'est plus acceptable. Elles réclament des infrastructures et plus de sécurité. Laure Philibert et Mataïhore se sont rendus sur place. Ils s'inquiètent pour le bien-être des enfants de Punaouia. Les membres de l'association Paruru Aoutou-Maourou ne cessent de frapper aux portes des dirigeants pour tenter d'améliorer les arrêts de bus. Chaque jour, des centaines d'élèves y transitent. Ça fait 20 ans qu'on appelle, qu'on bouge. Il n'y a aucune réponse de la part de l'ancien gouvernement. J'ai invité le commissaire de la République, M. Eric Spitt, aucune réponse. J'ai invité M. le procureur général, Thomas Puissant, aucune réponse. Tavana, il est venu une fois, c'était en mois de janvier. Il est venu assister, mais il nous dit qu'il nous soutient pour les projets, pour l'abri des enfants. Mais au niveau de l'alcool abusif, de la délinquance, je veux dire, au niveau du marché de l'ice, personne ne bouge. Pourtant, une antenne de la police municipale avait un temps été installée dans le quartier sans venir à bout de la délinquance. Nous demandons qu'on mette en place des abris de bus, des abris pour nos enfants. C'est quand il pleut, les enfants sont sous la pluie, soit sous le soleil. Parce qu'on ne peut pas mélanger adultes et enfants. Il y a eu des attouchements ici. C'est dû à ça, on veut éloigner carrément nos enfants. Parce qu'avant, il y a eu des mouteuils là. Mais les dealers, ils fumaient en bas, mais ils disent rien du tout. Ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller leur dire et d'interdire, mais ils laissent faire les choses. Ça s'est quand même beaucoup calmé ici, sous le niveau de... Il y a quelques années, c'est des bagarres ici avec 100 de chaque côté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il y a effectivement des compétences qui ne nous ont pas induits. Par exemple, nous, nos policiers municipaux, ils peuvent passer à discuter avec les jeunes et dire aux jeunes, bon, ne restez pas là et tout ça. C'est un problème de compétences. Il faut qu'on voit cela, qu'on fasse avancer peut-être les textes. Une semaine après un conseil des ministres délocalisé dans la commune, Nahema Temari est venu écouter les doléances des riverains. Mon collègue Jordi Chan a clairement annoncé qu'il y avait déjà une réflexion depuis quelques mois sur comment réaménager cet espace et le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus efficace. En tout cas, moi, je ne vois pas de blocage là tout de suite. Par contre, par exemple, ça va être des projets qui vont être à cheval entre la prévention de la délinquance, entre la direction des transports terrestres, entre la vie associative et la jeunesse. Le plan de rénovation urbaine devrait, à terme, aboutir à une amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier, mais il tarde à aboutir. Nous, la commune, on a fait notre boulot. Sauf que nos partenaires, qui est l'État et le pays, ils hésitent un peu pour le moment. Les associations préviennent, elles ne pourront pas se substituer au pouvoir public indéfiniment. Elles espèrent à présent des actes. Et si vous faites partie des nombreux usagers de bus à Tahiti, sachez que le mouvement de grève engagé par la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun, la CSIP et la RTP Arono Polynesia a été suspendu. Les syndicats ont demandé audience au ministre des Transports et attendent désormais une date de rencontre. Il ne devrait donc pas y avoir de perturbations sur le trafic demain. Nous l'évoquions dans nos éditions d'hier. La crise économique et sociale s'accentue chez nos voisins calédoniens. Plus de 35 000 emplois, la moitié du secteur privé sont menacés. La Chambre de commerce du Caillou estime à 6 000 le nombre de départs. Et selon le président Broderson, de nombreuses familles polynésiennes sont déjà revenues au Fénois. Esther Cuneo, Aromateriteo. Notre pays est en voie de clochardisation. Elle est là.
est à notre porte. Clochardisation de nos collectivités. Des entreprises qui s'effondrent, des pertes fiscales sans précédent et une collectivité qui en vient à se demander comment les salaires seront payés dans les prochaines semaines. Sur les 70 000 salariés du secteur privé, 35 000 d'entre eux sont aujourd'hui susceptibles de perdre leur emploi. 13 000 l'ont déjà perdu. Et le reste est aujourd'hui en suspens. Pas de doute pour cet élu loyaliste, l'État est au premier rang des responsables. Hier, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a donc adopté, à une large majorité, une résolution demandant un soutien massif de l'État, soit 500 milliards de francs, pour reconstruire le tissu économique. Mais le contexte a déjà commencé à faire fuir les forces vives. Alors j'ai fait, moi, effectivement, état de à peu près 200 personnes qui, ces 3 derniers mois, ont fait le pas de venir en Polynésie. Certains, la plupart, les 2 tiers, ce sont des Polynésiens qui étaient installés depuis, on va dire, au maximum 15 ans en Nouvelle-Calédonie, qui ont décidé de revenir. Il y a aussi des Calédoniens qui travaillent dans des groupes qui ont un pied en Polynésie, un pied en Calédonie, qui sont là. Alors je ne sais pas s'ils sont là de manière temporaire. Et on a quelques entrepreneurs qui se sont manifestés, notamment auprès de la CCISM, qui envisagent de faire le pas. Cette vague de départ liée au contexte institutionnel, Philippe Schill, lui-même fin connaisseur du Caillou pour être né là-bas, l'avait anticipé en 2021. Alors rapporteur d'une mission d'information de l'Assemblée, il avait sollicité l'Institut Quid Nova pour enquêter sur l'émigration potentielle de la Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française. J'appréhendais déjà à l'époque que ce qui se passe là-bas ait des conséquences ici en Polynésie française. Ces 2 sondages ont révélé, notamment le deuxième, qu'en cas de troubles en Nouvelle-Calédonie, voire d'accession à l'indépendance, mais surtout en cas de troubles, il y aurait des départs importants de la Nouvelle-Calédonie. Alors pas forcément vers la Polynésie française, c'était davantage orienté vers l'Hexagone, mais une partie de ces départs pourrait venir ici en Polynésie française sur une période de 1 an à 3 ans à peu près. Les résultats de l'étude avaient alors mis en lumière le déplacement éventuel de 216 ménages ayant de la famille au Fénois, soit 780 personnes, et de 3000 ménages n'y ayant pas d'attache, soit 9000 personnes. Et malgré son report annoncé la semaine dernière, la mission d'information du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie aura finalement bien lieu avec l'accord et l'accompagnement de l'État français. Dans quelques semaines, l'actuel président tongien du Forum, son prédécesseur des Cook et son futur successeur des Salomon se rendront donc à Nouméa. Mais la France ne souhaite pas d'assistance des pays du Pacifique sur le Caillou pour le moment et elle n'envisage pas d'évolution dans sa manière de traiter le dossier calédonien. La chef de la délégation française Anouk Oualoufa a d'ailleurs rappelé que l'économie et la gestion des mineurs n'étaient pas une compétence de l'État. On l'écoute au micro de Mike Liral et Thierry Nouipahouiri Philippon. Ces jeunes, les tribus n'arrivent pas, les structures traditionnelles n'arrivent plus à les gérer. Et c'est une compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La gestion des mineurs, c'est une compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui ne l'a pas exercée puisque tous ces mineurs sont dans les rues, sont désespérés. Donc il y a de vrais sujets sur l'exercice des compétences locales et la manière dont on peut traiter tout ça ensemble. Et toujours à Nuku'alofa, au Tonga, les avis des pays du Pacifique sont très partagés sur la question de l'exploitation des fonds marins. La Polynésie française fait partie de ceux qui craignent un désastre environnemental. D'autres, les plus pauvres notamment, comme Nauru, y voient un trésor à récolter. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mike Liral et Thierry Nouipahouiri Philippon. Les 18 présidents et premiers ministres du Forum veulent tous un développement soutenable. Mais comment se développer quand on manque de ressources comme les Cook ? Ces îles les plus proches de la Polynésie française laissent une société minière explorer leurs fonds depuis 3 ans en vue d'une exploitation. On commence à réunir une belle collecte de données et de connaissances. Et le résultat de ces efforts est la création d'un centre d'excellence du Pacifique sur les sciences océaniques. Tonga est en train d'explorer les ressources naturelles des profondeurs et nous respecterons les règles édictées par l'Autorité internationale d'exploitation des ressources marines. Le Premier ministre tongien n'en dira pas plus. D'autres îles, en revanche, refusent de mettre en danger leur océan.
Elles estiment que les recherches actuelles ne permettent pas des extractions sans conséquences. Pour le moment, nous adoptons simplement une approche de précaution. Nous voulons obtenir des informations plus complètes, en particulier sur les aspects scientifiques et sur l'impact environnemental des opérations d'exploitation minière en eau profonde. On a encore récemment découvert que ces fameux nodules polymétalliques qu'on croyait être inertes, finalement produisaient de l'oxygène, ce qu'on appelle l'oxygène noir. Quand on sait qu'une bouffée d'oxygène sur 2 vient de l'océan, il faut quand même se poser des questions et arrêter de vouloir jouer aux apprentis sorciers. Je crois que la Polynésie a été le terrain d'expérimentation pendant 30 ans. Ce n'est pas pour redevenir un terrain d'expérimentation à aller détruire le fond de nos océans. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été échaudée par un projet minier qui lui a coûté très cher et rien rapporté. Désormais, le pays qui croit le plus au potentiel des nodules, c'est Nauru, l'un des plus pauvres de la région. Il faut dire qu'après la destruction de l'île par l'exploitation des phosphates, puis la création de camps de migrants pour l'Australie, Nauru n'a plus rien à perdre, même pas sa réputation. Son ancien président, Baron Wanga, a réussi à se hisser jusqu'au poste prestigieux de secrétaire général du Forum. Et la délégation de Nauru intègre des lobbyistes de Metals Company, l'une des principales entreprises minières. Aujourd'hui, nous avons dépensé environ 515 millions de dollars. Et cet argent ne vient pas de Nauru, ni de Tonga. L'intérêt pour les pays que nous aidons, c'est qu'ils bénéficieront des retombées économiques, des taxes quand l'exploitation aura commencé, d'offres de formation d'emploi. Donc c'est une vraie chance économique et industrielle qui porte un espoir pour le futur. Ces sociétés minières affirment que la planète a besoin de ces ressources et que leurs études scientifiques démontrent qu'on peut les prélever avec un faible impact sur l'océan. La célèbre océanographe Sylvia Earle pense le contraire. Je suis descendue dans les abysses. J'ai aussi observé les images ramenées par ceux qui sont descendus jusqu'à l'endroit le plus profond, 11 km sous la surface, bien plus profond que là où on veut récupérer des ressources. C'est l'histoire de la vie sur Terre. C'est la destruction de la Terre. Les dirigeants océaniens le savent, ils auront bien du mal à dégager une position commune tant les avis et les besoins sont différents. Mais il leur sera difficile d'exiger des réductions d'émissions de la part des pays les plus développés si les îles elles-mêmes ne sont pas exemplaires sur l'environnement. Et l'océan n'a pas de frontières. Une exploitation au Cook, par exemple, pourrait affecter les fonds marins et la vie marine bien au-delà de sa zone économique exclusive. Autre sujet phare de ce forum, les essais nucléaires réalisés dans le Pacifique. 193 menés par la France nous concernant. Demain, jeudi 29 août, c'est justement la date retenue depuis 2009 par l'ONU pour appeler l'interdiction complète de ces expérimentations. Une journée méconnue et sans écho, fait noir. Esther Parocordet, Naya Bennett. C'est pas connu, donc 15 ans ont passé, la date du 29 août de l'ONU pour dire non aux essais nucléaires ne suscite toujours pas d'intérêt en Polynésie, déplore Hinamwe Uramorgokros. Chaque année, l'activiste se bat auprès des organisations non gouvernementales pour que les 30 ans d'essais nucléaires de la France sur le Fénois ne tombent pas dans l'oubli. À 75 km du Foch. Il y a eu 2 réunions, une à Vienne en 2022 à laquelle j'ai assisté avec également d'autres Polynésiens ou d'autres personnes de métropole. Ensuite, il y a une réunion l'année dernière à New York et la 3e réunion se tiendra en 2025 à New York également. Et l'idée, c'est de faire pression sur les États pour se dénucléariser. La lutte contre les essais nucléaires, un combat vieux de 47 ans du Tavenihur Atira. Les élus indépendantistes sont majoritaires à l'Assemblée depuis 1 an et demi. Et pourtant, seule la résolution de Hinamwe Uramorgokros sur le soutien de l'Assemblée au traité d'interdiction des armes nucléaires a été adoptée en septembre dernier. Un traité que la France n'a pas signé et qui ne trouve toujours pas écho à Paris. Malheureusement, on ne peut pas ratifier ce traité puisqu'on est une assemblée qui est rattachée à la France. Mais c'était important pour nous, Polynésiens, de nous inscrire dans ce souhait qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 12 000 têtes nucléaires avec, je crois, un peu moins de 300 têtes nucléaires pour la France. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, la députée indépendantiste Meriana Reda Bello attend la relance de sa commission d'enquête sur les expérimentations
nucléaires en Polynésie, les travaux ont été interrompus en juin après la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons connaître donc, les pages de notre histoire, donc les faits, les contextes surtout historiques et voilà donc l'aspect à la fois sanitaire, l'aspect scientifique, l'aspect environnemental, l'aspect sociétal, l'aspect politique et aussi l'aspect économique. Ce rapport d'information fait... L'attente sera longue pour la députée. La France n'a toujours pas de gouvernement. Quant à Hinamoeura Morgan-Cross, elle prévoit d'envoyer via ces plateformes des messages antinucléaires dans le monde demain, journée mondiale de lutte contre les essais nucléaires. Le 27 juin, 8h30 locale, Antares est tiré. Le gouvernement polynésien veut encourager les grands investissements au Fénois. Pour y parvenir, les élus de Tarahui ont acté la semaine dernière plusieurs modifications du cadre réglementaire, des changements en contradiction avec la ligne politique du président Broderson selon l'opposition. Emma Mathieu, Rarahumaha. Le vote est ouvert. 38 voix pour, 16 contre et 3 abstentions. Tout juste voté, l'une des mesures fiscales proposées par le gouvernement suscite de vives réactions. Il s'agit de la loi de pays qui modifie le régime fiscal en faveur des grands investissements d'au moins 10 milliards. Concrètement, un investisseur, même étranger, pourra acheter un terrain en Polynésie avec le soutien financier du pays. Une nouveauté qui inquiète, même si le gouvernement se veut rassurant. Pour moi, c'est de la manœuvre politique parce que le texte dont on parle là, il a été adopté par ceux-là même qui le critiquent aujourd'hui. La polémique, c'était de dire qu'on va vendre la terre aux étrangers à tour de bras, mais il n'en est rien. Il faut savoir que le pays a les moyens d'empêcher la vente. Il y a plusieurs moyens juridiques. Si on s'aperçoit que l'investisseur vient acheter des terres mais qu'il n'y a pas les retombées escomptées, c'est niette, quoi. Par contre, c'est vrai que s'il vient pour proposer 300 ou 400 emplois, exemple d'un hôtel à 100 chambres, parce que c'est les retombées directes, là, ça peut le faire. Le soutien aux grands investissements incluait auparavant des exonérations fiscales sur 5 ans. Cette durée a été étendue à 10 ans. Ce dispositif réaménagé ne répondrait pas aux besoins des investisseurs selon les non-inscrits. C'est une loi qui vise à aider aujourd'hui des investissements de plus de 10 milliards. Et en fin de compte, cette enveloppe supplémentaire, elle est en partie retirée de l'aide qui pourrait être octroyée aux plus petits projets. Et donc le gouvernement fait le contraire de ce que le président avait indiqué il y a 3 mois lorsqu'il avait représenté sa loi fiscale qui a été retoquée donc 2 fois par le Conseil d'État. Au-delà de ces problématiques de fond, c'est l'idéologie du Tavini Wir Atira qui est remise en question. Nous avons voté contre ces contradictions successives des projets du gouvernement. C'est vrai que la grande surprise, c'est le changement de ligne politique souhaité par le président Broderson, qui était au Parti communiste à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui va complètement contre la conception politique du Tavini Wir Atira. En dehors de ces premières mesures, le nouveau ministre de l'économie est très attendu sur la grande réforme de la fiscalité annoncée il y a 1 an par Moetai Broderson. Elle devrait être présentée avant la fin de l'année. Au volet sportif, après les JO, place aux Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mercredi soir à Paris. 500 millions de téléspectateurs ont assisté à cet événement d'exception avec un mot d'ordre, l'inclusion. Retour en image avec Zeynep Anachi et l'agence France Presse. Démontrer les capacités et les prouesses des personnes en situation de handicap, c'est le message que l'on retiendra de cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2024. Le show de plus de 3 heures a marqué les esprits avec une image mémorable, celle d'une société unie sous l'égide du sport et sans distinction. Pour la première fois, les délégations paralympiques du monde entier ont défilé hors d'un stade. Des aménagements ont été réalisés pour permettre aux athlètes de défiler le long des Champs-Élysées et rejoindre la scène sur la place de la Concorde. L'artiste Christine and the Queens a mené le show avec une reprise électrique de Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf, suivie de Born to be Alive de Patrick Hernandez.
Plus tard dans la soirée, 5 athlètes dont Antonin Keita et Alexis Nkinkan, porte-drapeau de la délégation française, ont allumé la vasque qui s'est élevée au-dessus du jardin des Tuileries. Les para-athlètes s'élanceront dans les compétitions dès demain. 2 millions de places ont été vendues pour assister aux épreuves qui se tiendront jusqu'au 8 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, TNTV vous propose une escale à Maupiti dans la série documentaire La Polynésie au sommet. Passez une agréable soirée. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.